Bien, merci beaucoup de m'avoir invité pour vous parler d'un sujet qui nous occupe et préoccupe beaucoup au CHU à Bicêtre. Vous avez entendu le penchant clinique de cette problématique. Là, on a parlé d'un patient. Vous avez vu le problème que ça génère de la prise en charge d'un seul patient. Pour vous dire, en Inde, là où ces bactéries sont très prévalentes, on meurt d'infections urinaires non compliquées qui se terminent comme celle-ci, sauf que nous, on a accès à des molécules que les Indiens n'ont pas forcément accès. Donc évidemment, le fardeau de ces bactéries multirésistantes a été décrit maintenant dans de nombreux rapports. Le premier rapport, c'est celui de l'OMS. La première fois que l'OMS se saisit vraiment du problème de la résistance aux antibiotiques. Et leur principale conclusion, c'est que le problème est si sérieux que ça compromet toutes les avancées de la médecine moderne, à savoir la transplantation, la réanimation, bref, toutes les pathologies qui nécessitent une prise en charge thérapeutique du fait d'une immunodépression passagère. Évidemment, il y a le rapport O'Neill qui, lui, s'est intéressé au côté médical en disant que si rien n'est fait d'ici 2050, on aura plus de morts liées aux maladies infectieuses que liées au cancer. Et il a essayé de chiffrer en termes de coûts pour la société. Il a estimé que le coût serait de 100 000 milliards de dollars liés à l'antibiorésistance. Donc c'est des chiffres avec tellement de zéros, on n'arrive même plus à comprendre. Et l'OMS a sorti récemment, il y a maintenant 1 an et demi, la liste des pathogènes, les most wanted pathogènes. Et évidemment, on retrouve les entérobactéries dans la partie rouge. Donc c'est vraiment les pathogènes pour lesquels on a besoin de nouvelles molécules, parce qu'on est souvent dans des impasses thérapeutiques. Il y a également le Pseudomonas Acinetobacter baumannii. Et on retrouve également les entérocoques dans la partie en jaune, donc avec une priorité haute. Et donc les entérocoques et les entérobactéries productrices de carbapulas sont considérés des BHRE, des bactéries hautement résistantes en France. Et ce sont vraiment des bactéries qu'on est censé rechercher activement dans nos hôpitaux. Alors la résistance aux antibiotiques, juste un petit rappel, il y a 3 mécanismes qui peuvent conduire une bactérie à être résistante. Le premier, c'est la modification de la cible mute, l'antibiotique ne peut plus se fixer, la bactérie devient résistante. Il y a ce qu'on appelle l'imperméabilité, c'est que la bactérie, tout simplement, devient imperméable à l'action de l'antibiotique. Donc ça peut se faire chez les bactéries Gram- par l'inactivation des porines. Donc ce sont des petits canaux ioniques par lesquels l'antibiotique passe pour atteindre sa cible. Ou alors les bactéries possèdent des pompes qui permettent d'éliminer un certain nombre de métabolites, ça s'appelle des pompes à efflux. Et lorsque ces pompes sont hyperproduites, la bactérie peut également éliminer les antibiotiques. Donc ça peut conduire à des sensibilités d'immunité, c'est rarement de la résistance, mais le mécanisme le plus important, c'est toujours l'inactivation enzymatique de l'antibiotique. Et dans le cas des bêta-lactamines, évidemment, ce sont les bêta-lactamases dont Laïlia vous a également parlé. Alors les bêta-lactamines, c'est la plus grande famille d'antibiotiques. C'est une famille d'antibiotiques qui est très utilisée en médecine humaine, mais également vétérinaire. Donc il y a plus de 50% des antibiotiques utilisés en thérapeutique actuellement sur les 200 molécules qui sont des bêta-lactamines. Pourquoi ces molécules ont un tel succès? Parce qu'elles ciblent des enzymes qui sont uniques au monde bactérien. Donc les effets secondaires liés à ces molécules est relativement faible comparé au fluoroquinolone qui s'intéresse aux girases. Donc il y a 4 sous-familles de molécules. Il y a les pénicillines, les céphalosporines, les monobactam avec un cycle bactam. Et puis il y a les carbapénèmes qui sont les bêta-lactamines de dernier recours, qui sont vraiment au spectre d'activité les plus larges. Évidemment, les bactéries ont de quoi lutter contre ces molécules. Et il y a plus de 8000 bêta-lactamases maintenant, donc ces enzymes qui sont capables de dégrader ces bêta-lactamines, qui ont été décrites. Elles peuvent être classées dans 2 grandes familles, très schématiquement. La famille A, C et D, ce sont des enzymes à série inactive. Et puis, il y a la famille B, qui sont des métalloenzymes qui contiennent 2 ions zinc dans leur site actif. Et donc, les mécanismes d'action de ces deux familles de bêta-lactamases est différente. Et les enzymes dont vous avez entendu parler un petit peu, c'est KPC, c'est une enzyme de classe A. OXA48, c'est une enzyme de classe D, et puis NDM, c'est une métalloenzyme donc, de la famille B. Donc ça, c'est juste pour vous dire. Donc, j'aime toujours prendre Escherichia coli pour vous parler d'antibiorésistance, parce que Escherichia coli, c'est notre meilleur ami, et en même temps, c'est notre pire ennemi. C'est notre meilleur ami, c'est une bactérie qui participe à l'homéostase du tube digestif, qui est responsable de la synthèse de certaines vitamines dont on a besoin. Bref, c'est un parfait symbiote du corps humain. Et en même temps, c'est la bactérie qui est responsable de 25% des infections. Évidemment, en communauté, donc en ville, c'est plus important, mais à l'hôpital, on est à 25% des infections sont liées à Escherichia coli. Donc meilleur ami, pire ennemi. Il y a quelque temps, Escherichia coli était multisensible aux antibiotiques, donc vous preniez n'importe quelle molécule et vous pouviez traiter de manière efficace votre infection.
Dans les années 2000 sont apparues des souches qu'on appelle productrices de BLSE, donc elles produisent des bêta-lactamases qui ont un spectre élargi, et pour être très schématique, ces souches productrices de BLSE ne restent sensibles qu'au carbapénème, parce que ces BLSE sont portés par des plasmides, et ces plasmides portent d'autres gènes de résistance à d'autres familles d'antibiotiques. Et depuis peu, depuis 2010 à peu près, on a le colis de demain qui est en train d'arriver en France, et Lélia vous en a parlé, et les problèmes de prise en charge thérapeutique que cela peut poser. Ce sont les souches d'Escherichia coli qui sont résistantes à quasiment tout, y compris au carbapénème, donc y compris aux antibiotiques du dernier recours, et qui nous restent sensibles souvent, et ça c'est pas toujours le cas, parce qu'on a des souches qui arrivent d'Italie et de Grèce maintenant, qui sont également résistantes à la colistine. Donc la colistine, c'est pas forcément le meilleur antibiotique à prendre, du fait de la néphrotoxicité. Alors, quelle est l'épidémiologie de ces entérobactéries productrices de BLSE? C'est important de connaître ça parce que ça explique un certain nombre de choses de ce qui s'est passé en 2010. Donc, chez Escherichia coli, la prévalence dans les bactériémies, donc les bactériémies sont les infections du sang, donc des sepsis, elle est de 11% en France. Et comme vous pouvez le voir, il y a des pays comme la Norvège où on est un peu plus bas, mais il y a des pays comme l'Italie où on est à 30%. Ça veut dire une bactériémie, donc un sepsis à entérobactéries sur 3, est liée à une souche qui est résistante à tout sauf au carbapénème. Pour Klebsiella, c'est encore pire. En Grèce, on est à 72%. Donc chez Klebsiella, en Grèce, pratiquement, elles sont toutes résistantes à tout sauf au carbapénème. Alors qu'en France, on est autour de 25%. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, là on parle d'infection, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est la colonisation. Donc on peut très bien être colonisé avec ces bactéries sans pour autant s'infecter. Et c'est ce qu'on voit en Europe, du moins en France, on est autour entre 6 et 10% de colonisation. Donc dans cette salle, il y a 6% à 10% de personnes qui sont colonisées avec du coli BLSE, et on se porte très bien dès lors qu'on n'a pas à traiter. Par contre, sur certaines parties du globe, notamment en Asie du Sud-Est, on a des zones où on est à 70% de portage. Ça veut dire là-bas, pratiquement toute la population porte dans leur tube digestif des colis BLSE. Et dans certaines parties d'Inde, on est à 90%. Donc là-bas, vraiment, tous les Indiens sont colonisés avec du colis BLSE. Le colis sauvage chez nous a été remplacé par un colis BLSE. Donc ça, c'est très inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant que lorsqu'on s'infecte avec ces colis-là, ou ces entérobactéries, elles ne restent sensibles qu'à la colistine, qui n'est pas un bon antibiotique, et au carbapénème. Donc ça va conduire à une augmentation de la consommation de carbapénème. Et au niveau français, on voit que on a une belle progression d'utilisation des carbapénèmes, et évidemment, plus on utilise un antibiotique, plus on va sélectionner de la résistance. Cette résistance au carbapénème, elle est apparue dans les années 2010 à peu près, un peu avant, mais c'était vraiment très très marginal. Et actuellement, vous voyez sur cette carte, en Europe, en France, on est à 0,4% de ces souches de colis, notamment ou Klebsiella résistantes au carbapénème. Par contre, en Italie et en Grèce, on est à 34 et 67%. Donc en Grèce, deux Klebsiella sur 3 sont résistantes à tous les antibiotiques, excepté la colistine. Ça peut aller très vite, et l'exemple italien est très frappant. En Italie, en 2009, ils avaient la même prévalence que nous en France, 0,7%, et puis 2 années plus tard, ils étaient à 20%, et puis maintenant, ils sont à 30%. Donc la diffusion peut être explosive. En quelques années, tous les hôpitaux italiens sont devenus endémiques pour ce type de mécanisme, et donc actuellement en Italie, on est à une Klebsiella sur 3 qui est résistante à tous les antibiotiques. Les Italiens et les Grecs ont utilisé beaucoup de colistine, et donc les patients rapatriés de ces pays, des touristes qui partent en vacances, qui font un accident de la voie publique, qui sont rapatriés en France après avoir séjourné quelques heures dans les hôpitaux italiens ou grecs, reviennent avec ce type de souche. Et là, pour le coup, on n'a pas grand-chose, si ce n'est que la dernière molécule dont Lélia vous parlait aussi, ceftazidime avibactam. Donc la situation est très très critique. Alors en France, on est à 0,4%, mais on n'a pas besoin d'être très optimiste parce qu'on est dans la phase exponentielle de croissance. Pour l'instant, elle est relativement faible, et dans nos hôpitaux, on essaie de limiter au maximum la diffusion. Néanmoins, on voit que ça progresse, et au CNR, je vous montrerai les chiffres, on voit très clairement. Et donc, la conséquence clinique de tout ça, c'est que c'est des souches qui ne restent sensibles qu'à la colistine, et on sait que quand on utilise la colistine, on sélectionne de la résistance à la colistine, et c'est ce qu'on voit très très bien en Grèce et en Italie. Les souches productrices de carbapénémase, en Italie on a 25%, et en Grèce on est à 35%. Donc là c'est de la tautorésistance dans ces pays-là. Alors la résistance au carbapénème, c'est quelque chose que l'on connaît depuis très très longtemps, depuis les années 90 quand on a commencé à utiliser ces molécules.
Et c'était l'équipe de Laurent Gutmann qui avait montré que certaines bactéries qui produisaient des bêta-lactamases comme des BLSE ou des céphalosporinases, qui, du fait d'un problème d'imperméabilité, pouvaient devenir résistantes au carbapénème. Et donc ça, c'est un exemple concret. C'est un patient qui avait une bactériémie avec donc une souche qui ne restait sensible qu'au carbapénème. Et donc il a eu 21 jours de traitement au carbapénème. Et au bout de 21 jours, on n'a pas réussi à juguler sa bactériémie. Et le patient est mort. Et dans les hémocultures, on a retrouvé une souche qui était devenue résistante également au carbapénème. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaissait. C'est quelque chose qui est problématique pour la prise en charge thérapeutique pour le patient. Mais ces souches ne disséminent pas dans nos hôpitaux. Le fait qu'elles deviennent imperméables, qu'elles aient une perte de porine ou une pompe à efflux hyperproduite, elles ont ce qu'on appelle un coût en termes de fitness. Et donc ces bactéries-là sont moins enclins à diffuser. Par contre, lorsque vous avez une souche qui produit une carbapénémase, là la situation est totalement différente parce que c'est porté par des plasmides, les plasmides peuvent diffuser. Et puis surtout, ce sont des souches généralement qu'on appelle à haut risque, qui ont un pouvoir épidémique particulier. Ce sont des souches qui diffusent très facilement, et l'exemple italien, on est là pour témoigner. En 2 ans, on est passé de 0 à 30%. Donc ça va très vite, et les mesures d'hygiène standards qu'on peut mettre en place dans les hôpitaux ne suffisent pas. Il faut vraiment isoler les patients et être vraiment très vigilant. Voilà la courbe du CNR. Donc vous voyez, en 2012, on avait 1500 souches. La plupart étaient négatives pour la production de carbapénémase, c'est la partie jaune. Il n'y avait que 343 qui étaient positives. Et puis en 2017, on est à presque 2000 souches. Évidemment, c'est qu'une représentation de ce qui se passe en France. On ne reçoit pas toutes les souches, il y en a beaucoup plus. Néanmoins, ça montre la tendance, qu'on a vraiment une augmentation. Et on a 2 pics, généralement au mois de février, et puis au mois de septembre. Ce sont généralement les moments où les gens partent en vacances, vont dans des pays exotiques, Seychelles, Maldives, Inde et autres. Et quand ils reviennent, généralement, ils sont porteurs. Et certains de ces voyageurs s'infectent après avec ces bactéries. Et donc au CNR, on a vraiment 2 pics, février et septembre. Alors, ça c'est juste la répartition des différentes souches. Peu importe les chiffres, ce qu'il faut voir, c'est la courbe en vert. La courbe en vert, c'est Escherichia coli. La courbe en rouge, en bleu, c'est Klebsiella et Enterobacter. Enterobacter et Klebsiella, ce sont 2 pathogènes hospitaliers. Ce sont des bactéries qui sont responsables d'épidémies à l'hôpital. Et à l'hôpital, comme Lélia vous l'a expliqué, on arrive plus ou moins à contrôler. Par contre, la courbe en vert, c'est Escherichia coli. Et Escherichia coli, c'est un pathogène nosocomial, donc hospitalier, mais surtout communautaire. C'est la première bactérie responsable d'infections urinaires en communauté. Et donc, on a vraiment une tendance très nette à l'augmentation. Et ça, c'est vraisemblablement lié au fait que ces bactéries sont en train de diffuser en communauté. Donc là, on voit bien, en 2017, on a presque autant de Klebsiella que de coli, alors qu'en 2012, on n'avait quasiment que des Klebsiella. Donc il y a vraiment un changement qui est en train de se produire, et c'est ce qu'on voit régulièrement aux urgences aussi. On voit les patients arriver aux urgences avec leurs bactéries, alors qu'avant, c'est plutôt dans les services de réanimation, les patients les plus fragiles qui étaient colonisés avec ces bactéries-là. Ça, c'est la répartition dans les mécanismes de résistance. Donc en France, on a un gros problème avec OXA48. Pourquoi ? Parce qu'on a de fréquents transferts avec les pays du Maghreb, qui eux sont totalement endémiques pour ce mécanisme de résistance. Donc OXA48, en France, c'est logique. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les métalloenzymes, donc de type NDM par exemple, sont en train d'augmenter de manière importante. Et comme Lélia vous l'a expliqué, pour l'instant, il n'y a pas de traitement, si ce n'est que de faire un peu de la poudre à perlimpinpin, c'est-à-dire de mélanger des molécules, de bricoler pour traiter ces patients-là. Et donc, dans 20% des cas en France, on va être dans des situations comme Lélia vous l'a décrit. Donc il y a vraiment une nécessité d'avoir des molécules actives sur ces productrices de métalloenzymes, mais OXA48 reste quand même le mécanisme le plus important. Et quand on regarde juste Escherichia coli, on retrouve un peu la même répartition. On retrouve surtout OXA48, donc encore une fois une dissémination communautaire, et puis on retrouve du NDM. Donc NDM et OXA48, c'est vraiment les 2 mécanismes les plus importants en France. Alors quand on regarde la carte du monde, et mon ancien patron, Patrice Norman, il appelait ça toujours la carte touristique des souches productrices de carbapénémase, regardez le pays qui vous intéresse, et puis vous savez à peu près, lorsque vous y allez, la probabilité que vous allez avoir pour amener un mécanisme de résistance. Si vous partez en Inde, tout est ouvert, c'est du 48, du NDM ou du KPC. Si vous partez en Italie, en Grèce, si vous séjournez quelques heures à l'hôpital, ça va être du KPC. Et si vous partez dans le pays des Maghreb, ce sera du OXA48. Bon, c'est pas aussi simple que ça. On a eu un papier, donc Lélia également vous en a parlé, c'est l'étude voyageur, et c'est un des tout premiers papiers qui s'intéressait au tourisme et au risque
de colonisation dans ces pays. Donc c'était 574 voyageurs qui sont partis dans des zones intertropicales. Première question, est-ce que vous avez passé du bon temps? Ils ont tous dit oui, qu'ils ont passé un super bon temps, qu'ils ont bien apprécié leurs vacances, c'était génial. Donc évidemment, ils ont été dépistés avant et après, et puis après, au fur et à mesure, sur un an, ils ont été dépistés à plusieurs reprises pour savoir s'ils avaient en colonisation. 51% ont ramené un souvenir, certainement un souvenir dont ils auraient pu se passer, donc c'est plus de la moitié, ont ramené un souvenir en portage. Alors ceux qui sont partis dans la zone intertropicale en Amérique, c'était 31%, donc ça correspond à la prévalence, il y a moins de BLSE et moins de bactéries multirésistantes. Ceux qui sont partis en Afrique, c'est presque 50%. Ceux qui sont partis en Asie du Sud-Est, c'est 72%, et ceux qui sont partis en Inde, c'est 100%. Donc vous partez en Inde, vous êtes sûr que vous allez revenir avec une bactérie, une entérobactérie multirésistante, pas forcément carbapénémase, mais au moins BLSE, ça c'est sûr. Et au laboratoire, on a la règle des 2 écouvillons. Pour tous ceux qui partent dans des zones un peu style Asie du Sud-Est par exemple, ben on a 2 écouvillons avant-après, et bon, généralement après ils sont colonisés, s'ils ne le sont pas déjà au départ. L'autre nouveauté dans ce papier, c'est qu'avant on pensait qu'on pouvait acquérir une seule bactérie, mais en fait on acquiert plusieurs entérobactéries. Donc il y a plusieurs acquisitions qui peuvent se faire avec des mécanismes de résistance qui sont différents. Donc généralement, dans 50% des cas, on acquiert 2 bactéries différentes avec 2 mécanismes de résistance différents. Donc 90% c'est des BLSE, 9% c'est des céphalosporinas plasmidiques. Et pour ceux qui sont partis en Inde, ils ont également ramené des entérobactéries productrices de carbapénémase. Donc Oxa 180 c'est un dérivé d'Oxa 48 et NDM. Donc c'est le cas du patient BICES3 qui a chopé sa bactérie. La bonne nouvelle, c'est que 90% de ces gens-là ont, entre guillemets, été décolonisés à 3 mois. Ça veut dire qu'à 3 mois, ils n'excrétaient plus d'entérobactéries, et donc avec le petit écouvillon avec du coton, on n'arrive plus à détecter la présence de ces bactéries. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a quand même 10% d'entre eux qui sont restés colonisés à 1 an. Et on ne sait pas pour combien de temps ces gens peuvent être colonisés. À Bicêtre, on a suivi un patient pendant 4 ans et demi, qui était colonisé pendant 4 ans et demi, et au terme de ces 4 ans et demi, il est décédé d'une bactériémie avec cette bactérie-là. Donc on peut rester colonisé très 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 longtemps avec ce type de bactérie. Et on ne comprend pas très bien comment expliquer ces différences de colonisation ou décolonisation. Une autre étude hollandaise qui arrive à peu près aux mêmes conclusions, si ce n'est qu'eux, ils sont intéressés à l'ensemble de la planète, donc tous les pays. Donc ils ont trouvé un taux d'acquisition de 34%. Donc 34% des voyageurs ont attrapé une bactérie multirésistante. Et dans cette étude-là, ils ont regardé si les voyageurs ont pu transmettre également aux membres de la famille qui n'ont pas voyagé. Et donc, ils ont inclus 200 membres de famille qui n'ont pas voyagé. Et dans ce cas-là, ils ont montré une transmission intrafamiliale de 12%. Donc, quand vous partez en vacances dans des pays exotiques comme l'Inde, vous avez, dans 12% des cas, la probabilité de transférer la bactérie que vous avez acquise en Inde à quelqu'un de votre famille. Et donc, c'est quelque chose dont il faut éventuellement tenir compte. Alors, que peut-on faire? Plutôt, que doit-on faire pour prévenir le scénario de 2050? Parce que si rien n'est fait, évidemment, on va vers ce scénario. Et dans certains pays comme la Grèce, on y est quasiment, avec ces bactéries multirésistantes. Le taux de mortalité dans les études grecques, c'est 70%. Donc on est revenu vraiment à l'ère pré-Fleming, c'est-à-dire où qu'on mette des antibiotiques ou qu'on n'en mette pas, finalement le taux de mortalité est pareil. Donc à court terme, évidemment, ce qu'il fallait absolument faire, c'est trouver des moyens d'identifier ces souches productrices de carbapénémase. Lélia vous l'a montré. Plus vite on isole, plus vite on cohorte, moins on a de chances de diffusion dans l'hôpital. Donc c'est ce qui a été fait. Il y a plein de tests diagnostiques qui ont été développés. Donc là, on n'est pas trop mal. Il n'y a pas de test de diagnostic à 100%. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Néanmoins, on arrive maintenant à rapidement identifier avec des tests moléculaires, enzymatiques ou biochimiques les patients porteurs. Le comment, qui, quand et pourquoi, bon, on a l'HAS qui nous aide. Et puis, finalement, il y a un peu de bon sens. À court terme également, il faut limiter la résistance aux antibiotiques. On a vu que plus on utilise d'antibiotiques, les carbapénèmes, plus on va sélectionner de la résistance. Donc il faut réduire la consommation des antibiotiques. Et on a réussi à le faire en ville avec la campagne « Les antibiotiques, ce n'est pas automatique ». Et puis, il faut vraiment utiliser les antibiotiques à bon escient, utiliser le bon antibiotique pour laquelle la souche est sensible, et éventuellement faire comme Lélia l'a fait, c'est-à-dire associer plusieurs molécules pour avoir un effet synergique des molécules. À moyen terme, et peut-être même à court terme, mais ce sera forcément du moyen terme, c'est trouver de nouveaux traitements. Alors il y a des nouveaux traitements non antibiotiques qui sont à l'étude. Il y a de nombreuses approches, la phagothérapie, de la luminothérapie, il
y a plein d'approches différentes. Il y a peu d'études cliniques encore. Il y a une étude clinique Phagoburn, mais qui n'a pas montré vraiment des résultats avec la phagothérapie. Et beaucoup de ces approches sont encore à preuve de concept. Et donc on a besoin maintenant d'arriver en clinique et voir ce que ces différentes approches peuvent apporter. Et en attendant, on va avoir besoin de nouvelles molécules. Il y a un certain nombre de nouvelles molécules qui sont arrivées. Il y a l'association Avibactam-Ceftazidime, qui est une molécule qui est très bien. On sait que ça ne marche pas sur les métallos. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'aux États-Unis, après 6 mois d'utilisation, ils ont déjà beaucoup de résistance. Les Italiens, ils ont mis 2 semaines pour avoir leur première souche résistante. En fait, on s'est rendu compte que lorsque ces molécules sont mal utilisées, on peut très vite sélectionner de la résistance. Et donc on voit apparaître maintenant de la résistance en Italie, en Espagne, en Grèce, aux États-Unis. Donc on sait que cette molécule, elle va durer un certain temps. Et donc à nous de faire en sorte qu'elle tienne le plus longtemps possible. Il y en a d'autres qui sont en développement. Et donc on espère qu'elles arriveront assez rapidement en clinique. Donc évidemment, tout ça, ça nécessite encore des outils pour identifier rapidement ces EPC et identifier le mécanisme de résistance. Et puis à long terme, ce qu'on doit absolument comprendre, c'est l'émergence de ces bactéries. Quels sont les moteurs de cette émergence? D'où est-ce qu'elles viennent ces bactéries? Pourquoi elles deviennent résistantes? Et toujours dans l'idée de comprendre l'expansion et la dissémination. Et donc caractériser l'évolution et la dynamique de l'antibiorésistance, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas où cette résistance se développe. Est-ce que c'est dans l'environnement? Est-ce que c'est dans les stations d'épuration, dans le tube digestif? Peut-être un peu partout. Et puis mieux comprendre donc l'émergence et la dissémination de l'antibiorésistance, c'est vraiment les outils clés, comprendre quels sont les moteurs derrière tout ça. Alors en conclusion, donc les souches productrices de carbapénémas, c'est vraiment un problème de santé publique majeur. Elles ont un potentiel de dissémination extrêmement rapide, elles donnent rapidement lieu à des épidémies et, comme vous l'avez entendu, un impact clinique majeur en termes de coûts, en termes de personnel et puis surtout de prise en charge thérapeutique, parce que dans certains cas, on est vraiment démunis, on n'a pas grand-chose à offrir aux patients. Donc ça, c'est un gros problème. Il y a un risque d'importation de zones endémiques, donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, même quand on est touriste, quand on part dans des pays, je pointe encore sur l'Inde, mais il y en a d'autres, hein. Quand vous partez en Inde, vous avez une forte probabilité de presque 100% d'acquérir une bactérie multirésistante. Et cette bactérie multirésistante, vous pouvez la transmettre à un membre de votre famille, parce que la transmission se fait par l'intermédiaire des mains, hein, c'est de la flore orofécale, donc ça se transmet par l'intermédiaire des mains. Donc il faut faire très attention quand vous avez des membres de famille qui sont immunodéprimés, bah, ça peut porter préjudice évidemment. Il y a des clones à haut risque, on sait qu'il y a des clones qui sont extrêmement rapides en dissémination, c'est une Klebsiella KPC 258 qui dissémine de manière importante, et c'est la Klebsiella qui dissémine en Italie, très rapidement, qui colonise très facilement le tube digestif et qui donne très rapidement des infections, alors que dans les modèles souris, cette bactérie-là, elle est peu virulente. Il faut 1000 fois plus de bactéries de cette Klebsiella pour tuer une souris qu'une Klebsiella entre guillemets sauvage. Donc c'est un scénario inquiétant. Comment l'arrêter? Donc il y a certainement à répondre à toutes les questions que j'ai posées, mais en attendant, ce qu'on a trouvé de mieux, c'est justement le criblage des patients en risque, et donc isoler les porteurs, cohorter, renforcer les mesures d'hygiène. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'hôpital. Et moi, je suis assez inquiet pour ce qui est de la communauté, de la ville. Ce qui marche à l'hôpital, ça va être difficile de le mettre en place en ville. Je ne sais pas combien de fois vous avez serré les mains aujourd'hui. Il y a quelque temps, on s'est amusé avec l'équipe de France 5 pour aller prélever un peu les claviers de distributeurs de billets de monnaie, les poteaux dans le métro, enfin des poignées des toilettes et tout ça. Donc on a prélevé un peu. Et on a trouvé des bactéries partout, on a trouvé du pyorésistant, on a trouvé des entérobactéries BLSE. Donc voilà, il y en a partout, donc il y a certainement une réflexion à avoir sur les mesures d'hygiène en communauté. Et puis il faut revenir à une bonne utilisation des antibiotiques, tout particulièrement avec les nouvelles molécules, parce que ces molécules-là, on en a besoin et il faut les préserver le plus longtemps possible. Voilà, merci beaucoup.